J'ai la lourde tâche d'introduire cette table ronde en tant qu'organisateur de l'événement. On a choisi avec Agribio 04 cette thématique du changement climatique au printemps. On ressentait vraiment l'importance d'en parler ce soir et de montrer à quel point les pratiques agroécologiques peuvent permettre d'atténuer les émissions de gaz à effet de serre, en particulier par exemple en réduisant les intrants azotés, séquestrant le carbone dans les sols. Mais on a quand même connu un été assez particulier, catastrophique sur le plan climatique en France, avec de graves sécheresses et ici en particulier pas mal aussi de restrictions d'eau. Donc il semble aussi très, très urgent et encore plus urgent de parler d'adaptation, c'est ça qui est important, d'adaptation des pratiques agricoles à cette nouvelle donne climatique. D'autant plus que les climatologues nous annoncent que cet été n'était finalement qu'une simple mise en bouche. Pour préparer la table ronde, j'ai essayé de me renseigner, de prendre quelques infos sur les aspects climat et agriculture, en particulier sur les émissions de gaz à effet de serre du secteur. Bon, il y a beaucoup d'informations, on peut un peu s'y perdre. Je voulais juste vous restituer quelques points d'introduction assez générales pour cette table ronde. Quelques éléments. Tout d'abord qu'en 2020, l'agriculture, elle présente 19% des émissions de gaz à effet de serre en France après le secteur des transports, c'est le deuxième. On retient aussi que les origines des émissions du secteur agricole sont liées principalement aux élevages bovins et aux intrants azotés sur les cultures. On retient également que les pratiques agroécologiques représentent un immense potentiel pour la séquestration de carbone et de CO2 dans les sols. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de publications officielles. Et d'ailleurs, les politiques publiques, les politiques agricoles, elles ont déterminé des objectifs très ambitieux d'émissions de gaz à effet de serre pour l'agriculture entre 2015 et 2050. De l'ordre de moins 46% pour les émissions du secteur agricole d'ici 2050. Donc vraiment des politiques très ambitieuses. Je pense que ces politiques, elles ont aussi beaucoup de mal à se concrétiser. Et d'ailleurs, le Haut Conseil pour le climat, qui vient justement vérifier si ces politiques et ces ambitions nationales, on peut les suivre. En tout cas, eux, ils ont évalué que la PAC et ses politiques, elles ne permettront pas, avec les mesures qui sont mises actuellement en place pour l'agroécologie, d'atteindre ces objectifs. Donc comme souvent, les politiques ils fixent des objectifs qui ne sont pas vraiment suivis de résultats, c'est pas vraiment une surprise. Mais quand même, on a quelques éléments enthousiasmants. Les bonnes nouvelles, c'est que, et c'est l'objet de cette table ronde, c'est qu'on dispose de retours d'expérience super encourageants en matière de techniques agroécologiques qui peuvent avoir un vrai rôle sur l'adaptation au changement climatique, en retenant l'eau dans le sol, en limitant l'érosion, en protégeant les cultures du soleil. Et en plus, et c'est ça qui est génial, c'est que ces techniques agroécologiques qui peuvent permettent l'adaptation, elles peuvent aussi et elles contribuent aussi à l'atténuation des émissions. L'atténuation, elle porte sur la diminution des émissions de gaz à effet de serre, avec par exemple la meilleure gestion des intrants azotés, mais elle porte aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la séquestration du carbone dans les sols. Voilà ce que je voulais partager, c'est très général et je pense qu'on va rentrer plus dans le détail sur les aspects techniques avec tous nos intervenants. Je tiens vraiment à remercier Agribio 04 et nos invités ce soir, tous les quatre, pour votre présence et pour avoir préparé ensemble cette table ronde sur cette thématique qui nous tient à cœur. Mégane, je te laisse la parole. Tu vas modérer et présenter nos invités. Merci. Merci. Et merci à toi pour l'introduction et puis à tous les deux pour l'organisation de cet événement et de la table ronde. Et puis merci à tous les trois d'être là, que je vais présenter tout de suite. Avant ça, je me présente rapidement et puis peut-être deux mots sur Agribio aussi. Donc Agribio 04, c'est le groupement de producteurs biologiques des Alpes de Haute-Provence. Donc on est rattaché à un réseau régional et national, donc des agribio, il y en a un petit peu partout en France. Notre travail, c'est de promouvoir et de développer l'agriculture bio dans le département et dans la région. Et pour ça, on travaille depuis longtemps avec un certain nombre de partenaires, et notamment avec vous trois, entre autres, à différentes occasions.
Donc moi je m'appelle Mégane, je suis coordinatrice à Agribio 04 et conseillère technique en plantes aromatiques. Et il y a plusieurs de mes collègues dans le public qui ne sont pas à côté de moi mais qui travaillent sur d'autres filières, donc les grandes cultures notamment, le maraîchage, le houblon entre autres, et puis plein d'autres choses, mais en tout cas on travaille particulièrement sur les filières végétales, nous ici dans le département. Donc on va discuter autour des pratiques agricoles qui relèvent de l'agroécologie, comme on l'appelle, de comment ces pratiques, comme l'a dit Alexis, elles peuvent atténuer les émissions de gaz à effet de serre, comment elles peuvent permettre aux agriculteurs de s'adapter aux aléas climatiques qui sont déjà existants. Et on va essayer de se situer dans un contexte local, c'est-à-dire, alors ça peut être ultra local puisque certains ont travaillé vraiment sur le secteur de Fort-Calquier, ce sera aussi le département, la région, puis plus généralement la zone méditerranéenne. Et puis vous me compléterez puisque vous travaillez sur d'autres secteurs aussi. Donc Fabien Liagre, au bout de la table. Tu es agronome, agroéconomiste de formation. Je te laisserai me compléter aussi, si tu veux. Cofondateur et associé de Agrouf, qui est une SCOP et un bureau d'études spécialisé en agroforesterie. On définira avec toi ce qu'est l'agroforesterie. Xavier Dubruck, tu es conseiller technique indépendant et formateur en adaptation des systèmes de production de légumes, donc surtout légumières, melons, salades, etc., on en parlera, aux techniques d'agriculture de régénération des sols, qu'on appelle aussi de conservation. Et donc tu travailles principalement avec des producteurs, productrices de légumes en plein champ et sous serre, dans le secteur plutôt Hérault, Gard, mais aussi Vaucluse, Bouches-du-Rhône. Et donc Mathieu Marguerie, tu es ingénieur agronome chez Arvalis pour la région PACA. Arvalis, c'est dans les grandes lignes l'Institut technique des grandes cultures en France. Et puis avant ça, tu as été aussi conseiller agricole et coordinateur chez Agribio pendant un certain nombre d'années. Et puis tu es aussi cofondateur et président de l'association Graines de Man, qui propose un site internet qui a vocation à expliquer l'influence de l'agriculture dans notre quotidien. Je vais, si ça vous va, démarrer tout de suite avec une question que je vais adresser à Mathieu pour commencer, et puis je vous laisserai évidemment réagir comme vous le souhaitez. Ma première question serait que le climat provençal, comme l'a rappelé Alexis tout à l'heure, est particulièrement exigeant pour l'agriculture. Est-ce que Mathieu, tu peux nous dire peut-être déjà comment le climat actuel impacte les pratiques agricoles des agriculteurs aujourd'hui ? Est-ce que ça implique du coup déjà aujourd'hui pour eux ? Alors merci. Donc bonjour à tous. Alors la question, donc évidemment on vient de vivre un été où le climat était particulièrement marquant, hein, mais bon, c'est la traduction du réchauffement climatique, hein, avec nos plus 1,5 ou plus de degrés à l'échelle planétaire. Et la Provence est un peu en avance par rapport au reste de la France sur ces questions d'aléas climatiques en fait, parce qu'il faut vraiment, la traduction des 2 degrés, il faut vraiment le comprendre comme une augmentation des aléas climatiques et de la variabilité climatique qu'on aura d'une année sur l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on aura tout le temps des étés très secs, mais on pourra avoir des étés très secs, des moments avec très peu de pluie en peu de temps, etc. Donc c'est vraiment cette variabilité climatique qui va augmenter. Pour vous donner un ordre de grandeur, on avait fait des simulations avec des météorologues de Météo France il y a quelques années. Alors il y a quelques années, ça datait de 2016, donc c'est pas vieux. Et à l'époque, ils considéraient que dans le sud-est de la France, donc sur la zone méditerranéenne, on avait 1 à 2% des jours annuels où on avait un climat extrême. Donc 1 à 2%, ça fait 6 ou 7 jours par an. Et donc climat extrême, ça veut dire des températures très très hautes. Donc comme on en a connu cette année où de plus en plus régulièrement on atteint les 40 degrés. Mais ça peut vouloir dire aussi des jours froids, et notamment des jours froids un peu tardivement qui vont créer des gelées tardives notamment, et donc qui vont être très impactants pour beaucoup de productions agricoles. Donc 1 à 2% des jours en 2017, donc 6-7 jours par an. Et donc en 2100, les prévisions de Météo France étaient de 30% des jours avec un climat extrême, c'est-à-dire 120 jours par an. Donc on passerait de 6-7 jours à 120 jours par an avec un climat extrême. Donc c'est évidemment, c'est des chiffres qui évidemment interpellent beaucoup. Bon, et puis je sais pas, à la vitesse où vont les choses, on peut se dire que finalement, quand on discute avec les spécialistes du climat qui avaient fait des modélisations, etc., ce qu'ils avaient envisagé arrive, mais peut-être plus tôt que prévu.
Donc on est dans un phénomène un peu d'emballement. Et donc la grosse difficulté qu'on va avoir au niveau agricole, c'est justement de gérer cette variabilité d'une année sur l'autre. Parce que quand on va vers ce réchauffement climatique, on ne va pas aller vers des années où 8 années sur 10, ça va être la même chose avec des sécheresses de tel moment à tel moment, puis après des pluies de tel moment à tel moment. Ça, ce ne serait pas sympathique, ça, mais ce serait déjà un peu plus facile en termes d'anticipation. Là, on va avoir des climats très variables d'une année sur l'autre. Hein. Si on prend des exemples récents, 2017 dans la région, moins de 400 mm de pluie en moyenne, ou 400 mm de pluie en moyenne, voire même un peu moins. Donc année la plus sèche depuis très longtemps et depuis qu'on enregistre les données météo. 2018, entre 900 et 1000 mm de pluie dans l'année. Donc quasiment l'année la plus humide depuis qu'on enregistre des données météo. Donc c'est vraiment cette variabilité-là auquel on va devoir faire face. Donc dans la région, ça se matérialise comment ? Ça se matérialise par des étés de moins en moins pluvieux et de plus en plus chauds, avec un retour des pluies qui a tendance fréquentiellement, ça ne veut pas dire que ça arrive tous les ans, mais en fréquence, qui a tendance à se décaler, c'est-à-dire on a les orages de mi-août, on en a de moins en moins, et puis ça a tendance à se décaler avec des mois de septembre qui deviennent de plus en plus secs, et puis des retours des pluies plutôt fin septembre, début octobre. Et des fois, quand la pluie revient, on s'en rend compte parce qu'on a des phénomènes de pluie extrêmement intensifs, de type, avec le réchauffement de la Méditerranée qui rencontre des masses d'air un peu plus froides. Donc on a vraiment ce phénomène-là, et après on a aussi quand même des hivers un petit peu plus doux, mais qui accentuent finalement les risques de gelée tardive, et puis on a des fins d'hiver assez sèches. Donc ça a énormément de conséquences au niveau agricole. La première conséquence, c'est d'adapter les itinéraires techniques des agriculteurs à des climats qui sont très variables comme ça. C'est-à-dire que de dire, si je prends dans le secteur que je connais mieux, la production de céréales, de dire je vais avoir un itinéraire technique standard qui a fonctionné pendant tout le temps et qui, en disant je mets tant d'azote, je mets tant de trucs, etc., parce que je sais à l'avance à peu près combien je vais récolter, ça c'est de moins en moins vrai. Donc c'est évidemment, ça met beaucoup de risques en fait dans les pratiques des agriculteurs. Donc voilà, donc faut s'adapter à cette grande variabilité. Et puis donc en conséquence, on mesure déjà les conséquences du changement climatique. Quelques chiffres sur le. Alors on n'est pas, si on prend la production céréalière, on n'est pas dans des productions, dans des régions très productives. On n'est pas le bassin parisien, on n'est pas le nord de la France, etc. Donc les agriculteurs dans la région, si on prend le blé dur pour faire les pâtes, font en moyenne 3,5 tonnes, 4 tonnes à l'hectare, tout système confondu. On a mesuré l'impact climatique. C'est-à-dire depuis les années 50, donc dans les années 50-60, on était à 1,5 tonne à l'hectare, on est passé à peu près à 3,5 tonnes, 4 tonnes à l'hectare dans la région. L'augmentation du rendement, c'est la sélection variétale, c'est les engrais, les produits phytosanitaires, etc. etc. Et aujourd'hui, on a des rendements qui stagnent, voire qui diminuent. Et ce qu'on appelle le handicap climatique, c'est-à-dire la part de rendement qui est impactée par le climat, on la mesure autour de 1,5 tonne actuellement chez les agriculteurs. Donc ça veut dire que 1,5 tonne sur 4 tonnes, c'est de l'handicap climatique. C'est énorme en fait, parce que sur des rendements potentiels de 3,5 tonnes, 4 tonnes, avoir 1,5 tonne impacté par de rendement en moins en moyenne par le climat, c'est énorme. Donc en fait, ça, on le mesure déjà très bien. Et donc les impacts, c'est des baisses de production, donc des potentielles problématiques derrière si on extrapole ça de souveraineté et de production alimentaire. C'est évidemment économiquement pour les agriculteurs, c'est compliqué de gérer ces aléas climatiques. Et puis après, on a plein d'impacts aussi autres. C'est quand on a des sols qui sont très secs pendant longtemps, on peut avoir des sols qui sont... Puis après, avec des aléas pluvieux très importants, on a des sols qui peuvent être très soumis à l'érosion. En termes de biodiversité aussi, vous avez dans des sols qui sont complètement secs, en termes de biodiversité, de tout ce que vous pouvez avoir dans le sol et à la surface du sol, c'est pas la même chose que dans des sols beaucoup plus arrosés. Donc on a déjà des impacts qui sont très forts. Est-ce que Fabien et Xavier qui travaillaient sur d'autres régions, dans la région Occitanie aussi, est-ce que le constat est le même ? Est-ce que vous voulez des impacts en tout cas sur l'agriculture dans cette région-là ? Est-ce que vous voulez compléter cette observation ? Alors oui, moi je pourrais la compléter, pas aussi précisément que ce que tu viens de faire Mathieu, mais les points de repère.
en termes de cycle culturel, sur des cultures légumières dont je m'occupe, je pourrais parler de l'exemple de la salade sous abri qu'on cultive beaucoup en bord de Méditerranée, pour vous parler des grandes différences que j'observe depuis que je travaille ce produit, c'est-à-dire depuis 20 ans. Les cycles entre la plantation et la récolte étaient très définis par l'observation d'une année sur l'autre pour une variété donnée. Et donc, on a des plannings de production pour que le producteur plante régulièrement à une certaine fréquence pour récolter les volumes souhaités semaine par semaine. J'ai besoin de changer mes plannings tous les 3 ans. Depuis 2007, on va dire que entre 2000 et 2007, on était sur une stabilité qui était valable comme dans les années 80 et 90. Et depuis 2007, je me suis aperçu de changements importants et je me suis dit, bon, c'est l'année. Mais depuis, on est sur un raccourcissement complètement incroyable des cycles. Pour vous donner un ordre d'idée, on met 2 semaines de moins pour faire une culture de salade pour une plantation du 1er novembre, c'est-à-dire une plantation dans des conditions froides. Novembre est censé être froid. Et donc, sur ces périodes les plus difficiles pour la culture de la salade, on a raccourci les cycles de 2 semaines. Autre exemple, et là, c'est sur du plein champ. Il y a 15 ans, sur la culture du melon, une plante qui est très sensible au climat. J'ai un client corse qui avait été extasié en 2007 ou en 2008 d'avoir fait du melon en moins de 60 jours sur l'été entre la plantation et la récolte. Actuellement, il est à 45 et dans le même temps, on est passé ici sur la zone Languedoc littoral Camargue sur des cycles de 56-58 jours en routine, là où on était à 65 avant. Et donc, les plantes, et c'est une constante végétale, entre la nouaison, donc la mise à fruit et la récolte, c'est conditionné par ce qu'on appelle des sommes de température qui sont calculées scientifiquement. Et en gros, c'est de prendre les températures de nuit minimales, les températures de jour. Il y a un petit calcul qui est fait et on a une somme de température. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les cycles sont raccourcis parce qu'il fait plus chaud, et il fait notamment plus chaud la nuit. Et dans une somme de température, les températures de nuit qui changent modifient beaucoup plus les cycles pour des raisons techniques de zéro végétatif. Et donc le constat en termes de réchauffement climatique, c'est que ça se réchauffe au sens propre et ça a un impact sur les végétaux au niveau de leur cycle. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots là-dessus, peut-être supplémentaires, de l'impact peut-être économique que ça a pour ces producteurs-là, le raccourcissement des cycles? Parce que donc, Mathieu a parlé de diminution de rendement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet exemple-là? Oui, alors là, pour le coup, c'est tout le contraire. C'est que c'est plutôt du bénéfice. Une culture qui dure moins longtemps, elle est exposée moins longtemps aux aléas climatiques autres, aux problèmes phytosanitaires, et ça permet aussi d'enchaîner plus rapidement les cycles culturaux. Toujours dans cet esprit des observations des changements, la salade sous abri où les cycles sont le plus rapides en France et depuis toujours, c'est dans la région de Perpignan. Pour une raison simple, il fait plus chaud la nuit à Perpignan en hiver, beaucoup plus chaud qu'à Arles ou à Nîmes ou à Avignon. Donc il y a une vraie différence qu'on connaît. L'ordre de grandeur, pour vous dire, c'est que Perpignan, ils ont le temps de faire 3 cultures de salade successives en hiver sous les serres en plastique, là où à Avignon, on arrive à en faire 2. Et il s'avère que les choix variétaux et les cycles qui étaient à Perpignan comme des points de repère records, c'est les points de repère qu'on est en train d'acquérir sur la zone provençale de littoral. Autrement dit, maintenant, on doit utiliser les plannings de Perpignan d'il y a quelques années. Fabien, sur ce diagnostic initial du climat dans le sud, est-ce que tu voudrais ajouter des choses de tes observations? Je pense que je vais répéter un peu la même chose, mais tout à l'heure, je disais à Mathieu, moi je reviens juste d'Espagne, là, on était dans le cadre d'un projet de collaboration avec 2 régions espagnoles, Castilla et Léon et la Catalogne.
Et l'objet de ce projet, c'est de mettre en place un réseau de parcelles par rapport à l'adaptation au changement climatique, justement. Donc, faire de l'agroforesterie dans ce cadre-là. Et la personne qui était responsable, en fait, de l'agriculture au niveau de la province, de la région de Castilla et Léon, il me disait, normalement, les rendements là-bas en blé, c'est ce que Mathieu disait ici, c'est entre 4 et 4 tonnes et demie. Et là, cette année, ils étaient à 2,7. Et en moyenne, hein. Donc, du coup, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas réussi à passer le cap. Surtout que ce n'est pas que la première année, mais ça fait déjà depuis, sur les 5 dernières années, il y a eu 3 épisodes très chauds en Espagne. Et voilà, et ces personnes, il y en a qui m'ont dit, sur ma communauté de communes, il y a maintenant, les 2 derniers céréaliers ont arrêté. Et donc, c'est vrai que ça perturbe, hein, parce que forcément... voilà, jusqu'où il faut aller. Les solutions dont on va parler, forcément, ça va être des solutions sur du long terme. Il n'y a pas de recette magique non plus. Donc, du coup, voilà, il y a une espèce d'urgence à imaginer des solutions. Merci pour ces constats et cette présentation. On va rentrer petit à petit, comme tu viens de dire, Fabien, dans les techniques, les pratiques agricoles, agroécologiques, les solutions, du coup, comme tu les as appelées, puisqu'on est aussi là surtout pour parler de ça. Du coup, je me retourne vers toi, Xavier. On va prendre les choses par la biologie, la physiologie végétale, un petit peu qu'est-ce qui se passe dans un contexte de sécheresse, par exemple, pour une plante qui a soif. Quelles sont les raisons qui peuvent expliquer ça ? Alors, d'un point de vue agricole et dynamique de l'eau par rapport à la plante, il y a une notion qui s'appelle l'ETP, qui est l'évapotranspiration potentielle. Donc, c'est une donnée qui, pour faire simple, c'est le pouvoir évaporant de l'air. Donc, ça dépend de la luminosité, de la température, de l'hygrométrie et du déplacement de l'air. Et donc, cette ETP, c'est une donnée, comme d'autres données qui sont fournies par Météo France. On sait quel ETP on a dans une journée donnée. On a des moyennes sur 30 ans, etc. Et donc, notre météo, je ne parle pas de climat, je parle de météo, on a au jour le jour un pouvoir évaporant de l'air. C'est juste quelque chose qui est potentiel. Ce n'est pas ce qui va être évaporé à proprement parler. C'est-à-dire, derrière un blé qui a été moissonné, il n'y a plus rien à évaporer ou il n'y a pas grand-chose. Il n'y a rien à transpirer non plus. Et donc, on aura une perte d'eau du sol qui sera relativement faible. Si au lieu de ça, vous avez une culture, une forêt, du maïs, n'importe quelle culture, eh bien, cette culture, elle va boire et elle va transpirer. Et la surface du sol, si elle est humide, il va y avoir de l'évaporation. Et donc, en termes de techniques agricoles, d'irrigation ou de prévision des besoins en eau, on a des normes et un prévisionnel en termes de besoins en eau. Alors, cette eau, si elle ne tombe pas du ciel alors qu'on en a besoin, ce sont les constats que vous avez faits sur la production du blé, les constats que je n'ai pas faits en termes de maraîchage, parce que je n'ai pas précisé, mais vous l'avez deviné, que tout était irrigué en termes de... en tout cas pour être en confort hydrique maximal. Donc une plante, elle transpire et vous avez entendu les paramètres culturaux qui font qu'une plante, elle va transpirer plus ou moins, c'est les conditions climatiques. Le fait d'avoir des météos comme on a eu cette année, aussi chaudes, les ETP sont montés à des niveaux de 10, 11, 12. Ce chiffre, ce sont des millimètres de consommation journalière. Alors, je rentre dans un petit détail juste pour faire une petite parenthèse. C'est la consommation, il fallait bien prendre une norme, d'une pelouse tondue à 10 cm et en parfait confort hydrique. Donc, quand vous regardez sur un site de météo agricole ou sur un syndicat d'irrigation qui communique chaque semaine les ETP prévisionnels et les ETP de la semaine précédente, eh bien, quand on vous dit 12, ça veut dire qu'une pelouse bien arrosée, elle aura consommé 12 mm dans la journée. C'est 120 m3 par hectare et par jour. C'est absolument considérable. Alors vous allez dire, ce n'est pas de pelouse dont on parle, mais on va parler d'agriculture. Et donc, chaque culture a pour un stade donné
une consommation qui correspond à un certain pourcentage de cet ETP. Donc je crois qu'un maïs en pleine activité, il doit faire 100% de l'ETP, un truc comme ça. L'asperge, encore plus que 100% de l'ETP. Et si on prend un melon, j'ai parlé de melon, c'est à peu près 60 ou 70% de l'ETP de consommation journalière. Et je redis bien, si les plantes sont en confort hydrique, c'est-à-dire si elles trouvent de l'eau. Si elles n'en trouvent pas ou si elles en trouvent peu, elles consommeront moins d'eau. Voilà. Donc, un melon à 60% de l'ETP, le jour où l'ETP est à 10, ben, ça veut dire qu'il y aura 600 mètres cubes par jour et par hectare d'eau qui auront été consommés. On est sur des ordres de grandeur qui sont extrêmement importants. Qu'est-ce que ça signifie une plante qui semble avoir soif? Qu'est-ce qui peut expliquer qu'elle soit en manque d'eau? Alors, expliquer qu'elle est en manque d'eau, ben, c'est qu'elle n'en trouve pas suffisamment parce qu'elle n'arrive pas à y accéder. Et donc, il y a une notion dans l'eau du sol, c'est une notion de réserve utile. Dans le sol, il y a de l'eau. Des sols qui sont strictement complètement secs, il n'y en a pas beaucoup, alors sans doute en plein désert ou quoi, mais en fait, ce qui permet à l'eau d'être retenue par le sol, il y a différents points. Le point principal, c'est que chaque grain de terre est emballé dans une pellicule d'eau. Plus la pellicule d'eau est épaisse, moins l'eau est bien retenue par ce grain de terre, et donc la plante va pouvoir boire facilement. C'est ce qu'on appelle la réserve facilement utilisable. Mais au fur et à mesure que le sol sèche, cette pellicule d'eau va être de plus en plus fine. Et donc, un peu comme une force de gravité, la plante a de plus en plus de mal à prélever cette fine pellicule d'eau qui est sur le sol. C'est ce qu'on appelle la force de succion. Et donc, à partir d'un certain niveau, il reste de l'eau dans le sol. Parfois, 50% de la capacité de rétention d'un sol, c'est de l'eau qu'une plante a beaucoup de mal à prendre. Et donc, dans les jours où l'ETP est très très forte, la plante n'arrive pas à prendre l'eau à la vitesse suffisante par rapport à son potentiel d'évaporation. Et ce qui se passe dans ces cas-là, si vous vous souvenez de vos cours de bio, ben, cette plante elle a des stomates, hein, c'est des trous dans les feuilles par lesquels il y a les échanges gazeux, et donc elle ferme ces stomates pour se protéger d'un dessèchement accéléré. Mais quand une plante ferme ses stomates, en tout cas pour la grande majorité des plantes, eh bien, elle s'arrête de pousser. Et c'est ce qui explique, entre autres, les baisses de rendement. Et du coup, j'aimerais qu'on arrive progressivement à parler de quel rôle peut jouer le sol et l'agriculteur aussi, du coup, avec le sol de ces parcelles. Comment on peut avoir un impact positif sur son sol qui favoriserait du coup la rétention de l'eau et l'accès à l'eau pour les plantes dans des conditions telles qu'on les a connues cet été, par exemple, de sécheresse importante. Alors, avant de parler dans les conditions de sécheresse, peut-être parler des fonctionnements un petit peu généraux. La base, ce qu'on recherche à faire dans l'agriculture, en tout cas si on considère les problèmes de sécheresse tels qu'ils sont et si on veut prendre les problèmes à bras-le-corps, l'eau qui tombe du ciel, il faut absolument qu'elle soit stockée dans le sol et pas ruisselée pour des problèmes de porosité et de manque de pénétration de l'eau dans le sol. Ça, c'est quelque chose qui est absolument déterminant. Une surface de sol qui n'est non couverte et qui n'est pas couverte par des plantes aura une infiltration de l'eau qui sera beaucoup plus faible qu'un sol qui restera couvert par des végétaux, qu'ils soient vivants ou morts. Hein, donc mort, c'est-à-dire ça peut être un mulch de paille, une paille broyée derrière un blé, etc. Ça joue un rôle protecteur pour la surface du sol et donc ça favorise les infiltrations de l'eau du sol. La surface du sol, il faut vraiment la considérer comme la peau du sol. Et quand on va gratouiller le sol avec des engins, c'est notre méthode agricole depuis 10 000 ans, hein, on va dire en tout cas sur nos continents, ce qui n'est pas forcément le cas
en Amérique, où les hommes là-bas n'ont jamais été des grands travailleurs de sol. Donc, ils se sont débrouillés autrement pour faire de l'agriculture. En tous les cas, nous, ici, on fait de l'agriculture en gratouillant le sol. Et quand on gratouille le sol il n'est plus couvert. Et du coup, on réduit sa capacité à la pénétration de l'eau dans le sol. Donc ça, c'est déjà une base qui est extrêmement importante. C'est de pouvoir exploiter cette eau qui est tombée sur le sol. La deuxième, c'est qu'on peut améliorer la capacité du sol à retenir de l'eau. Et pour ça, c'est la notion, il y a deux notions principales. C'est une notion de taux de matière organique. Dans le sol, il y a de la matière organique et on a un peu des ordres de grandeur assez précis. On sait qu'un sol qui contient 1% de matière organique est capable de retenir 23 litres d'eau. Donc retenez une vingtaine de litres d'eau par mètre carré pour 1% de matière organique. Donc si le sol a 2% de matière organique, il est capable d'en retenir le double, etc., etc. Les techniques agricoles qui consistent à entretenir le taux de matière organique au niveau le plus élevé qui soit possible, hein, les arbres ne montent pas au ciel, hein, donc il y a des limites, eh bien, en essayant d'avoir un taux de matière organique supérieur, on améliore le stockage de l'eau dans le sol, et ça, c'est quelque chose de favorisant. Ensuite, il y a un autre facteur à prendre en compte, c'est l'épaisseur du sol explorée par les racines. Bon, c'est facile à comprendre, hein, si on a une grosse épaisseur de sol humide et que les racines sont capables de descendre jusqu'à 1 mètre, 2 mètres de profondeur, eh bien, on peut considérer qu'il y a beaucoup plus d'eau à disposition pour les plantes que si l'enracinement il est à 30 cm. Là où il y a quelque chose de très important dans les méthodes agricoles, c'est qu'il y a des machines agricoles qui réduisent la profondeur d'enracinement et qui fait que les racines ont un super confort de développement, mais sur une épaisseur qui est plus faible. Hein, les rotavators, les outils animés, les charrues, hein, la charrue utilisée dans des mauvaises conditions fait que les racines ont plus de mal à pénétrer. Donc il y a la pénétration des racines dans le sol et il y a un autre phénomène qui est un petit peu inverse en termes de dynamique de la circulation de l'eau dans le sol, c'est les remontées capillaires d'eau qui est dans le sous-sol, alors pas forcément le sous-sol lointain, mais 3 mètres, 2 mètres de profondeur, 1 mètre de profondeur. Ces outils qui travaillent le sol et qui génèrent une semelle font une rupture de capillarité. C'est-à-dire que l'eau, elle ne peut plus remonter parce qu'elle trouve un obstacle sur son chemin. Et donc, dans les méthodes agricoles modernes, j'entends moderne, c'est tel qu'on devrait les pratiquer avec les connaissances d'aujourd'hui, il faudrait absolument lutter contre ces formations de semelles qui gênent la circulation de l'eau dans le sol, autant dans un sens que dans l'autre. Donc, tu nous as fait un bel éventail déjà d'un certain nombre de pratiques. On va essayer d'approfondir peut-être sur les différentes filières, dans les différents contextes dans lesquels vous travaillez. Tu as parlé de plusieurs choses, donc il y a une notion de machinisme, de machine utilisée, une notion de couverture de sol, de matière organique. Sur la couverture de sol, j'aimerais bien qu'on commence par approfondir ça. Peut-être avec Mathieu pour commencer. Si tu veux bien nous parler de qu'est-ce que ça veut dire en fait chez les producteurs, du coup couvrir son sol. Xavier a très bien résumé les enjeux. Hein. La couverture du sol chez des agriculteurs, ça veut dire avoir un sol le plus couvert possible toute l'année par soit des cultures, bien évidemment, donc des cultures qu'on va valoriser économiquement, soit par des résidus de culture. Quand on moissonne un blé, il reste des chaumes, donc on peut les laisser au sol. Soit par des couverts végétaux d'interculture. Donc ça, les couverts végétaux, c'est des cultures qu'on met entre deux cultures de vente. C'est des cultures qu'on ne récolte pas, mais qu'on va laisser sur le sol ou soit en surface, soit enfouir avec un léger travail du sol. Et avec cette combinaison-là, on peut réussir à couvrir le sol beaucoup plus et éviter ce qu'a expliqué Xavier tout à l'heure, c'est-à-dire éviter d'avoir des sols nus à certaines périodes de l'année qui peuvent poser tout un tas de problèmes qui ont déjà été bien décrits. Ces couverts végétaux, après, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, on a posé un concept, mais ça veut dire que pour les agriculteurs, il va y avoir l'implantation de couverts entre des cultures qui sont récoltées. Et ces couverts végétaux, donc, ils vont faire une certaine biomasse. Quand on va restituer cette biomasse au sol, ça va favoriser l'amélioration de la matière organique, qui est un élément essentiel dont a parlé Xavier, et puis ça va protéger les sols contre l'érosion. On va utiliser des couverts végétaux avec des racines différentes, plus ou moins superficielles, qui vont
structurer le sol et ameublir le sol en superficie, ou alors des racines beaucoup plus pivotantes qui vont aller entretenir des bonnes décompactions de sol. Et après, une fois qu'on a ça, la question c'est comment et quand on implante des couverts végétaux. Si je prends des rotations céréalières, par exemple, vous récoltez un blé en juillet et parfois vous ressemez un blé en octobre. Alors dans certaines régions de France, entre les deux, les agriculteurs arrivent à faire un couvert végétal entre juillet et octobre, ils sèment juste après la moisson. Ici en Provence, avec le climat qu'on a, c'est quelque chose qui est très compliqué, qui est même quasiment impossible. Donc en fait, on a un handicap en Provence aussi qui est de dire, dans des climats très secs, avec des faibles pluviométries, c'est difficile de mettre en place des couverts végétaux à certains moments. Donc c'est vraiment pas évident. Donc on va partir sur d'autres techniques. On va pouvoir implanter des couverts végétaux un peu plus tardivement, qu'on va implanter maintenant et qu'on va détruire avant une culture, plutôt une culture qu'on va semer en sortie d'hiver ou au printemps, hein, un pois chiche, un tournesol, etc. Mais donc on a quand même un handicap climatique. Enfin, le climat ici, la couverture du sol, c'est un bon principe, mais on n'est pas aidé par un climat qui défavorise les créneaux favorables pour réussir cette couverture de sol. Alors il y aura plein de manières d'implanter des couverts végétaux. On peut implanter des couverts végétaux dans des cultures qui sont déjà en place. Donc par exemple un blé va vivre avec un couvert végétal. Alors après, il faut être capable de gérer la concurrence potentielle entre le blé et le couvert végétal qui sont en place au même moment. C'est évidemment, quand vous avez deux cultures au même endroit, il faut de la place pour les deux cultures. Donc c'est des compromis à trouver au niveau des agriculteurs entre j'essaye d'implanter des couverts végétaux, je vais les implanter à des périodes climatiques qui sont un peu plus favorables, donc quand il y a de la pluie, donc potentiellement à des moments où j'ai déjà des cultures en place sur mes champs. Donc voilà, il y a des questions de concurrence entre des cultures et des couverts à gérer qui ne sont pas simples à gérer. Mais voilà, c'est des histoires de compromis après pour les agriculteurs pour essayer de couvrir au maximum les sols. Puis après, voilà, comme disait Xavier, l'apprentissage de ces techniques, d'avoir des couverts végétaux tout le temps, d'avoir les bonnes espèces, les bonnes implantations au bon moment, le bon compagnonnage des couverts et des cultures, et puis éviter les concurrences qu'on peut avoir, c'est des apprentissages techniques qui sont très longs. Donc voilà, ça ne se fait pas du jour au lendemain, donc il y a aussi tout un travail d'apprentissage technique à faire, quoi. Et donc quand on combine la couverture permanente ou quasi permanente des sols avec la réduction au maximum du travail du sol, comme tu as parlé, là on commence à avoir des systèmes assez vertueux. Et puis évidemment avec des cultures diversifiées dans les rotations de cultures. Là on commence à avoir des résultats. On a des essais dans la région avec 10 ans de recul où on commence sur des systèmes dits d'agriculture de conservation des sols. On commence à avoir des résultats en termes de capacité à encaisser justement les chocs climatiques, jusque dans une certaine limite. Il n'y a pas de miracle non plus, c'est-à-dire que des années comme on vient de vivre, à peu près tous les systèmes, même s'il y a des super antécédents, des super pratiques en céréales, en blé je parle, qui est une culture quand même assez sensible au stress hydrique, on a subi des dégringolades de rendement dans à peu près tous les systèmes, qu'on soit en bio, en agriculture de conservation des sols ou en agriculture conventionnelle. Les pertes de rendement étaient à peu près équivalentes, tellement la sécheresse et le climat a été très important. Donc il ne faut pas croire non plus qu'il y a du miracle et que tout ça est facile à mettre en œuvre, quoi. Après, peut-être pour préciser aussi quand même, qui dit réduction du travail du sol, parce que le travail du sol, à quoi ça sert? Ça sert principalement à gérer les problèmes d'adventice. Qui dit réduction du travail du sol dit aussi après, il faut aussi se préoccuper de la gestion des adventices. Donc c'est des compromis à trouver pour les agriculteurs. Il n'y a rien de tout blanc ou tout noir. Bien sûr, si on arrive à réduire le travail du sol, c'est bien. Alors si on est en agriculture pas biologique, on peut utiliser des herbicides pour contrôler les adventices. Si on est en bio, on ne peut pas utiliser d'herbicides. Donc là, il faut trouver des compromis. On ne peut pas se passer complètement du travail du sol. Il n'y a aucun système mécanisé, par exemple en céréales, sans travail du sol et sans herbicides, ça n'existe pas. Donc c'est vraiment des compromis et des équilibres à trouver. C'est pas parce qu'il y a un peu de travail du sol que c'est la catastrophe. Ça dépend de comment il est fait. Et puis voilà, de toute façon, c'est vraiment des équilibres et des compromis à trouver ensuite, quoi. Comme sur les couverts, on ne peut pas toujours couvrir le sol. Il faut essayer de tendre vers ça, mais des fois, on n'y arrive pas pour X bonnes raisons. Et le travail du sol, c'est pareil.
Est-ce que peut-être tous les deux, en tout cas pour suivre un peu là-dedans sur les filières céréalières, légumières, vous avez un regard sur, en région PACA, où en sont les agriculteurs avec qui vous travaillez là-dessus? Ça représente combien d'agriculteurs qui vont vers ces techniques-là, qui vont vers ces objectifs-là, en tout cas de couverture permanente des sols, de réduction du travail du sol? Alors là, moi, je pourrais déjà répondre, c'est que dans l'agroécologie, personne ne fait 100% d'agroécologie et personne ne fait 0% d'agroécologie. Donc, il y a des indicateurs dans le monde agricole pour savoir où on en est. C'est bien d'avoir des indicateurs pour pouvoir mesurer. Et donc, il y a différentes pratiques agricoles qui vont aller plutôt dans le sens de l'écologie. Et donc là, on va dire que c'est plutôt bien. Et puis, il y en a d'autres où c'est moins bien. Et donc, on a des indicateurs pour nous dire tout ça. Donc là, moi, sur mon panel de clients maraîchers, 70% font des couverts végétaux. Ils sèment des engrais verts entre les cultures de manière systématique ou presque. Et donc, dans une enquête qu'on s'est fait entre techniciens dans le Sud-Est, je suis le technicien qui a la plus grande pénétration de cette technique agricole, qui est éminemment agroécologique. Ça, c'est une première chose. Ensuite, si on regarde dans mes deux activités principales en termes de suivi technique de culture proprement dite, sur le melon, j'ai sur 3500 hectares de rayonnement de culture de melon, j'ai 250 hectares qui sont sur un niveau d'agroécologie plutôt très avancé en termes de travail de sol, c'est-à-dire travail de sol extrêmement superficiel avec couverts végétaux avant. Et donc, c'est 250 sur 3500. Alors, je suis content parce qu'avant, c'était moins et ça progresse un petit peu. Mais ça progresse jamais à la vitesse qu'on voudrait. En tous les cas, on a mis au point avec 2 ou 3 agriculteurs, d'année en année, et avec tout l'apprentissage et les erreurs qu'on a fait sur des petites surfaces dans les démarrages, on est maintenant sur des itinéraires techniques culturaux fiables. Fiables, j'entends par là que si on suit ce qu'on a repéré dans notre accidentologie de tout ce qu'on a fait pour rater les systèmes, et bien maintenant on sait ce qu'il faut faire pour réussir. Donc ça, c'est une chose sur la question du melon. Donc je trouve ça très encourageant. Alors qui dit melon dit tous les systèmes de culture qui ressemblent au melon. Donc la tomate d'industrie, les courges, la courgette, la pastèque, c'est pareil, hein, on est sur les mêmes systèmes et donc ce genre d'itinéraire fonctionne très très bien. Donc ça, c'est pour ce genre de culture. Sur la salade, les itinéraires techniques sont maintenant au point. Du développement, il n'y en a pas du tout. Dans mon cas, hein, sur les 350 hectares de serre dont je m'occupe, il y a des itinéraires qui sont en cours de validation. Mais s'il n'y a rien, c'est parce que je ne suis pas encore droit dans mes bottes avec les itinéraires techniques qu'on a mis au point jusqu'à présent et où il y a un producteur qui m'héberge pour les essais, qui est très volontaire. En tant que technicien de développement et de recherche, on a besoin de producteurs pionniers qui osent un peu prendre des risques. Moi, il y a un producteur qui me prête un tunnel depuis des années, donc depuis plus de 10 ans, où je fais des rotations melon-salade, la même rotation que lui. Alors, c'est un petit tunnel, donc la prise de risque pour lui, elle est insignifiante, hein, et il veut absolument que j'avance sur les itinéraires techniques. Et donc, sur salade, j'espère que ce que je fais cette année va valider ce que j'ai réussi parfaitement bien l'année dernière. Et le producteur, en l'occurrence, m'a dit que si le système marchait, ces 15 hectares de serre en salade seront convertis l'année prochaine. Donc converti, qu'est-ce que tu entends par converti? Converti, c'est au lieu de travailler la terre à 50 cm de profondeur et y passer 3-4 coups de rotavator pour être sûr de bien avoir préparé, c'est de se dire on fait un sorgho. En l'occurrence, l'itinéraire technique, pour ceux que ça intéresse, c'est un sorgho fourragé qui est fait en été après le melon et sans travail de sol. Pour le semis du sorgho broyé et occulté avec un paillage qui va tuer le sorgho et accélérer la dégradation des pailles de sorgho qui sont en surface, avant la plantation des salades sur ce même plastique.
Et du coup, ça a très bien marché l'année dernière. Si ça remarche très bien cette année, on pourra considérer que c'est validé. Merci pour ce retour d'expérience. Est-ce que Mathieu, tu peux nous parler un peu des céréaliers et de ce que tu observes comme dynamique? Comme l'a dit Xavier, ces pratiques-là, c'est difficile d'avoir des chiffres parce que c'est pas un label. C'est pas comme quand vous passez en bio, on sait qu'il y a X% d'agriculteurs qui sont en bio. Et dans ces X% d'agriculteurs qui sont en bio, les gens travaillent tous très différemment. Il y a peu de chiffres officiels sur le pourcentage d'agriculteurs qui travaillent leur sol comme ci, comme ça, ou qui couvrent les sols, etc. Donc c'est compliqué de chiffrer. Après, on sent des dynamiques sur le terrain. Je pense que les agriculteurs, c'est une des professions qui doit être les plus au fait du changement climatique, parce que de fait, ils le subissent, et puis leur métier, c'est de travailler avec le climat. L'agriculture de conservation des sols, c'est-à-dire pas de travail du sol, une couverture permanente et des rotations diversifiées, c'est à peu près 2-3% des surfaces en grande culture au niveau national. Donc c'est pas beaucoup. Ça progresse, mais c'est pas non plus complètement évident, parce que les agriculteurs qui sont dans ce genre de pratique, il n'y a pas de label, il n'y a pas de rémunération supplémentaire pour mettre en place cette agriculture. Donc il y a du risque, il y a de l'apprentissage, etc. Donc à court terme, si on regarde vraiment les choses à court terme avec des agriculteurs qui ont des trésoreries de quelques mois à gérer, il n'y a pas forcément d'avantage ou de plus-value à aller sur ces itinéraires techniques. Bien sûr qu'à long terme, on mesure des choses, mais il y a vraiment une opposition entre du court terme et ce qui est rentable et ce qui est intéressant économiquement ou sécurisant économiquement pour les agriculteurs à court terme, et plutôt des aspects de long terme. Donc il y a vraiment la question de la transition qui est assez importante, et il y a des dispositifs qui existent pour aider les agriculteurs là-dedans. Donc en termes de surface, c'est pas énorme si on prend l'agriculture de conservation des sols dans sa globalité. Par contre, après, les couverts végétaux, bien sûr que ça se développe. Alors des fois, par plein d'entrées possibles. Ça peut être des entrées réglementaires aujourd'hui pour protéger la qualité de l'eau. Dans plein de zones, les agriculteurs sont obligés d'implanter des couverts végétaux. Donc c'est une entrée avec laquelle derrière on peut aller plus loin. Ça peut être des entrées, des entrées plutôt plus agronomiques, etc. Ça peut être des motivations aussi économiques, parce que si on réduit le travail du sol, on réduit l'utilisation de fuel, et donc on peut avoir des retombées derrière économiques. Quand on connaît le prix du fuel actuellement, ça peut être des facteurs supplémentaires pour motiver, ou qui fait que des agriculteurs se lancent dans ces pratiques. Mais c'est assez difficile d'avoir des chiffres précis, même si c'est des choses qui se développent. Avant de poursuivre, je me retourne vers vous de nouveau. Est-ce qu'il y en a dans le public? Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaiteraient intervenir? Moi, ma question, parce qu'on a parlé des couverts, et je pensais en arboriculture notamment, c'est souvent utilisé les couverts permanents naturels. Et est-ce qu'on pourrait avoir un mot là-dessus? Parce que là, les couverts, c'était des couverts semés. Et du coup, est-ce qu'il y a des résultats aussi là-dessus? Je pense en viticulture, en arboriculture. Moi, je peux donner une réponse qui est documentaire, puisque je lis tout là-dessus et qu'il n'y a pas de technicien arbo ou vigne. C'est que sur la vigne, les couverts végétaux, mais c'est le cas aussi en arbo, viennent remplacer les mauvaises herbes. Et du coup, on a une maîtrise de l'enherbement qui est faite par ces couverts qui sont présents. Et alors des couverts qui soient spontanés ou qui sont semés pour une longue durée, et qui apportent un tas de bénéfices qu'on appelle écosystémiques, sur l'épaisseur du sol, la pénétration de l'eau, tous les services qu'on peut attendre d'un couvert végétal. Donc en vigne, ça se développe énormément. En arbo, c'est pas nouveau, ne serait-ce que pour l'importance du sol, depuis très longtemps, en arboriculture, il y a des semis entre les lignes d'arbres. Bonjour, moi j'aimerais savoir si vous avez des informations, s'il y a eu des conséquences des différentes crises de chaleur sur les plantes aromatiques dans la région, et sauvages et cultivées. Effectivement, il y a eu en tout cas en plantes cultivées, il y a eu des baisses de rendement en ce qui concerne par exemple la lavande et le lavandin, qui représentent en culture
70% des surfaces ici dans le département et puis en région. En conventionnel et en bio, il y a eu des fortes baisses de rendement puisque la floraison a été difficile. En fait, au niveau des plantes, le rendement en huile essentielle de la plante était plutôt très bon, avec une sorte d'effet de concentration d'huile essentielle. Par contre, il y a eu beaucoup moins de fleurs, en fait. Donc, c'est le volume des plantes qui a diminué. Donc, à l'échelle d'une parcelle, il y a eu des diminutions. Et l'observation, elle a été la même en sauvage pour ce qui est de la lavande aussi, par exemple. Après, pour ce qui est des plantes plus précoces, comme des plantes qu'on récolte plutôt au printemps, ce qui est le cas pour certaines herbes de Provence, par exemple, comme le thym, etc., ça a été un petit peu moins impacté par ces fortes chaleurs. Puisqu'on parlait de solutions, de recherche de solutions dans l'avenir climatique qui nous attend et qui est déjà là finalement, tu as parlé de précocité. Et donc, l'avenir passera nécessairement pour, je pense à la céréale, mais sans doute pour d'autres cultures, à des variétés plus précoces. On moissonne le blé ici, c'est quoi? C'est 1er juillet à peu près, hein? C'est 1er juillet. Si le blé, on le moissonnait au 1er juin parce que c'est une variété plus précoce, eh bien, de fait, on évite un peu plus l'été, on évite la période probablement la plus sèche de l'année. Donc ça, dans l'adaptation de l'agriculture, il y a la stratégie d'évitement, c'est-à-dire éviter d'avoir des cultures dans la période climatique probablement la plus défavorable. Je poursuis et je reprends un petit peu ce que tu disais, Mathieu, sur le fait que l'agriculture de conservation, notamment, n'a pas de label. Du coup, c'est difficile de quantifier les évolutions chez les producteurs. Il y a l'agroforesterie, dont on a parlé en introduction, n'a, à ma connaissance, pas de label en tant que tel non plus. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Fabien, sur quel rôle elle a joué, du coup, dans ces enjeux-là climatiques, notamment ? Alors, il commence à y avoir un label. Il y a un label qui a été développé sur la haie, pour commencer, notamment un peu dans les démarches carbone, parce qu'on en parle beaucoup, et notamment il y a une espèce de marché aussi du carbone qu'on peut peut-être discuter ou critiquer parfois, parce qu'il y a pas mal d'opportunisme derrière, mais en tout cas, il y a une espèce de label qui a été mis en place justement pour essayer de cadrer un petit peu les bonnes pratiques, pour pas faire un peu n'importe quoi, au titre qu'il faut planter des arbres absolument pour s'adapter au changement climatique ou pour viser la neutralité carbone des entreprises qui sont concernées en fait par ces dispositifs-là, quoi. Donc ça commence. Mais c'est vrai que c'est pas toujours simple. Alors, mais après, au niveau de la PAC, les agriculteurs sont aussi obligés de déclarer leurs parcelles, enfin obligés dans certains cas de figure. Donc petit à petit, on commence à avoir un peu des statistiques par rapport à ça, quoi, en fait, hein. Alors après, l'agroforesterie, donc du coup, c'est un petit peu à part, mais ça va un peu dans le prolongement de l'agriculture de conservation. Et d'ailleurs, ça fait maintenant une vingtaine d'années qu'on travaille assez étroitement un petit peu avec les gens qui ont lancé l'agriculture de conservation en France, parce qu'il y a une bonne complémentarité dans l'idée où on va travailler sur la profondeur du sol. Et donc, du coup, là, dans les interactions entre l'arbre et la culture, c'est vrai que ce qu'on remarque souvent, c'est que les arbres ont tendance à s'enraciner beaucoup plus profondément que si on mettait des arbres sans culture. Puis après, on travaille aussi sur la couverture, finalement, même si c'est une couverture un peu plus haute. Ça fait partie aussi d'un dispositif naturel par rapport à cette optique, quoi. Donc, dans la définition, donc l'agroforesterie, c'est donc l'association arbre-culture ou animal. Ça peut être autour des parcelles, les haies, bien sûr, et puis donc à l'intérieur. Donc moi, ça fait 30 ans que je travaille là-dessus. J'ai commencé à travailler dans les pays chauds où c'était quasiment une obligation, en fait, notamment en Afrique, dans la zone soudano-guinéenne ou subsaharienne, ou au nord, dans les pays du Maghreb. Généralement, en fait, l'agroforesterie est très fortement développée justement pour l'adaptation par rapport aux fortes chaleurs. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui progressivement. Et c'est vrai qu'il y a une trentaine d'années en France, on ne parlait pas trop du changement climatique, on parlait d'agroforesterie pour d'autres services rendus potentiels. Mais aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, c'est vrai qu'on a énormément de demandes de toute la France, que ce soit de la part des éleveurs, pour voir comment l'agroforesterie pourrait amener des réponses par rapport à leur système à la fois fourrager, donc la protection de la prairie, la protection des animaux, ou utiliser les arbres pour faire du fourrage.
mais également pour les céréaliers, pour limiter les pics de température au printemps et donc limiter les problèmes d'échaudage, donc de remplissage de grains et donc de formation des épis, responsable d'une forte perte de rendement. C'est la tonne ou la tonne et demie de différentiel que Mathieu disait tout à l'heure. En fait, dans toutes les filières, on a des enjeux assez forts en fait, par rapport au changement climatique. Quand on fait de l'agroforesterie, donc dans chaque système de production, chaque fois il y a des avantages, des inconvénients, et tout l'enjeu pour nous, c'est de voir comment on peut piloter ça. Il y a tout un jeu d'interactions y compris de la compétition, qu'on nie pas, mais qu'on essaye de limiter au maximum pour essayer de favoriser en fait tous les aspects positifs. Donc pour chaque production, que ce soit la vigne, la prairie, le maraîchage, donc il y a forcément des enjeux très différents, et donc du coup on s'adapte. Et quand je dis des enjeux, c'est on parlait par exemple de transpiration, d'évapotranspiration, donc de bilan hydrique, de compétition pour l'eau, mais aussi l'impact par rapport au sol, par rapport à la biodiversité, les ravageurs, les auxiliaires. Donc chaque fois, on imagine des aménagements et des itinéraires techniques vis-à-vis des arbres ou de notre système agroforestier adaptés en fait à la filière. Après, on a des enjeux qui sont assez transversaux. On parle beaucoup de la qualité de l'eau. Le fait de mettre une cinquantaine d'arbres sur notre parcelle, notamment en grande culture, au bout d'une dizaine d'années, quasiment, on n'a plus de perte de nitrate parce qu'en fait, tout va être recyclé par les racines des arbres et ça va être redistribué en grande partie donc à la surface du sol. Donc, ce qui peut être intéressant d'ailleurs par rapport à l'idée qu'on pourrait d'ailleurs de diminuer les apports d'azote minéral et qu'on pourrait d'ailleurs renforcer en mettant des légumineuses, donc des arbres légumineuses qui vont apporter de l'azote. Si je prends des robiniers par exemple, un peuplement de robiniers adultes peut amener 200-220 unités d'azote par hectare et par an. Donc, ce qui n'est pas rien, quoi, en fait. Après, tout l'enjeu, c'est de voir un peu cet azote qui est apporté, qui est sous forme organique, comment on va l'amener sous forme minérale pour la nutrition des plantes. Ça, c'est classique, même y compris pour les légumineuses herbacées, en fait. Donc, il y a ces enjeux eau, il y a les enjeux biodiversité, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de cultures, on a de plus en plus de mal à lutter contre certains ravageurs qui se sont adaptés aux produits de traitement, donc des problèmes de résistance, de la même manière au niveau des adventices d'ailleurs. Et puis, donc maintenant, c'est le changement climatique. Donc du coup, on travaille beaucoup là-dessus, déjà d'essayer de caractériser ce qui se passe dans nos parcelles. C'est-à-dire que quand on met je reprends l'exemple des 50 arbres, on va mettre une cinquantaine d'arbres sur la parcelle. Imaginons on est dans un système avec des arbres qui ont déjà une vingtaine d'années. On se rend compte qu'effectivement, quand il y a des pics de température, il y a une régulation de la température qui est assez forte, qui va être de 4 à 6 degrés en été, un peu plus chaud peut-être la nuit, ça peut jouer sur 1 ou 2 degrés. Donc on a un effet un peu de tampon des excès climatiques. Et de la même manière, par rapport au froid qu'on peut avoir, notamment tout à l'heure Mathieu parlait des gelées qu'on peut avoir. Alors, pas forcément plus fréquemment, mais comme on a des hivers plus doux, donc on a un démarrage donc, de la végétation, notamment en arboriculture, en maraîchage, qui est plus fort. Et donc les gelées qui arrivent, qui peuvent encore arriver, du coup elles peuvent avoir un effet très fort, comme on a eu le coup là sur les 3 dernières années, ou simplement l'année dernière. On peut avoir 1-2 degrés ou 2 degrés et demi de différence, mais c'est déjà pas mal quand vous avez moins 4 degrés, par exemple, sur votre parcelle, quoi. Donc, du coup, voilà, on travaille là-dessus. Alors, vous allez me dire, il faut attendre une vingtaine d'années. Effectivement, souvent on dit, voilà, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Voilà, sauf qu'effectivement, au début, ça nous faisait un peu sourire. Et là, tout à l'heure, dans l'exemple des Espagnols là, que je prenais, c'est vrai qu'on se dit, voilà, là, il faut peut-être pas trop tarder, quoi. Merci. Vous avez été plusieurs à en parler, à parler de la notion de risque pris par les agriculteurs sur des modes de production. Est-ce que tu parlais aussi de plusieurs labels? Est-ce qu'on peut considérer que ces labels-là, ces accompagnements potentiellement financiers, est-ce que c'est un accompagnement suffisant pour les producteurs? Alors, peut-être juste un tout petit complément, parce que j'ai oublié, tout à l'heure, on a beaucoup parlé des bilans hydriques, et ça, c'est aussi un des effets positifs qu'on a en agroforesterie. On a des effets négatifs aussi. Je ne veux pas faire la promotion à tout prix de l'agroforesterie. Justement, c'est le savoir-faire. Enfin, c'est ce qu'on essaye de développer, essayer de bien comprendre pour s'adapter et de gérer le mieux possible.
Mais en termes de bilan hydrique, on est sur des choses vraiment intéressantes en agroforesterie. C'est-à-dire que quand on fait les bilans d'entrée d'eau et de sortie d'eau au niveau de notre système, donc la transpiration, enfin la consommation en eau des cultures, mais aussi des arbres, mais aussi après la capacité de la parcelle à accueillir l'eau de pluie, à limiter les problèmes de ruissellement et donc favoriser l'infiltration. Généralement, dans les parcelles agroforestières, on est positif. On a, dans les bilans hydriques qui sont calculés, sur la partie méditerranéenne, on est entre 10 et 15% d'eau en plus sur notre parcelle. Et ça, c'est vraiment important de le dire parce que c'est vraiment un des effets positifs qu'on a systématiques, quoi. Bon, voilà, ceci étant dit, par rapport à ta question, est-ce qu'un label peut apporter une solution avec une rémunération derrière ? Moi, souvent, ce que je dis, c'est que déjà, si au niveau de la PAC, on pouvait faire en sorte que les parcelles arborées soient complètement éligibles au droit à paiement, déjà, ça serait vraiment un gros pas en avant par rapport à ces pratiques-là, parce que c'est souvent source d'inconvénients, d'emmerdements au niveau administratif pour les agriculteurs, malheureusement. Est-ce que tu peux juste préciser un petit peu ? C'est-à-dire que pour des producteurs qui ont des parcelles avec des arbres en intraparcellaire, c'est problématique au niveau des déclarations. Alors, ça l'est de moins en moins, mais ça peut, pour les éleveurs par exemple, souvent il y a un calcul de réfaction qui fait qu'ils touchent un petit peu moins d'aide s'ils ont trop d'arbres sur la parcelle. Ce qui est une aberration aujourd'hui par rapport à ce qui se passe, quoi, en fait, hein. En vigne aussi, ça peut être quelquefois problématique par rapport aux appellations ou aux droits liés à la viticulture, quoi. Donc on se bagarre beaucoup par rapport à ça pour essayer de simplifier et de rendre libre un peu les gens d'adapter leur système et de ne pas être contraints par rapport à ça, quoi, en fait, hein. Donc ça, c'est le premier truc. Après, le deuxième truc, c'est aussi, je pense que planter un arbre, ça coûte quand même de l'argent, surtout par rapport au changement climatique aussi, hein, qui nous touche au niveau des arbres. C'est-à-dire que tous les projets qu'on a plantés l'année dernière, là, avec la canicule qu'on a eue, on a aussi un peu du déchet, hein. Donc ça nous touche aussi par rapport à ça. Donc ça veut dire qu'il faut aussi mettre les moyens et surtout dans un contexte où les agriculteurs ont quand même perdu un peu l'habitude de travailler avec les arbres. Parce que depuis une cinquantaine d'années, c'est vrai qu'on a eu tendance à spécialiser l'agriculture et de ne pas du tout aller vers l'association et encore moins avec des arbres dans le truc, quoi. Donc du coup, on a besoin aussi d'argent pour couvrir une partie des frais et aussi pour du conseil. Et je pense que ça, c'est important de le garder. Alors, est-ce qu'un label peut le faire ? Moi, tout à l'heure, j'étais un peu critique par rapport au label carbone, par exemple. Moi, je préfère de loin que l'agriculteur puisse vivre de son métier que de dépendre d'un dispositif dont on ne sait jamais trop d'une année sur l'autre. Est-ce que ça va être reconduit ? Enfin, comment ça va évoluer ? Alors, quand je dis vivre, nous, forcément, quand on met des arbres, ça diminue un petit peu la surface cultivée. On essaye de faire en sorte qu'effectivement, les services liés aux arbres, eh bien, ça fait que du coup, ça limite une partie des charges de l'agriculteur. Ça tamponne les effets, donc du coup ça permet d'avoir des rendements quand même quand il y a des problèmes climatiques, de maintenir un niveau de production qui peut être même supérieur à quelqu'un qui serait en conventionnel. Donc on joue là-dessus, mais après on travaille beaucoup sur la valorisation de la biomasse. Donc la valorisation de la biomasse, ça peut être le prix du bois, ça peut être donc le bois déchiqueté aussi. On a été dans un projet, là, par exemple, de chimie verte pour essayer de valoriser tout ce qui va être écorce, branches, bourgeons, fleurs, dans des filières de niche, mais qui peuvent être très rémunératrices en fait pour l'agriculteur. Après, on a le cas que vous connaissez. Enfin, on suit un agriculteur qui est en maraîchage depuis maintenant une dizaine d'années sur une parcelle où les arbres ont 25 ans. Il s'est équipé d'une scierie mobile et donc il s'est lancé dans la valorisation en direct donc, de son bois. Donc il coupe son bois, il le transforme en planche et il a trouvé lui-même ses acheteurs. Il valorise toutes les parties du bois. Et ces arbres de 25 ans, il les valorise entre 1000 et 1500 euros pièce. Et quand vous faites les calculs, hein, là il en a entre 50 et 80 par hectare. Et donc tous les ans, il vend entre 10, 15 et 20 arbres donc, dans son système. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ça lui permet aussi de passer les coups durs. Et ça lui fait plus, ça devient un vrai atelier économique en fait sur son exploitation. Ça, pour moi, c'est intéressant, quoi. J'ai envie de vous poser une question similaire pour terminer, du coup, à Mathieu, à Xavier, avant qu'on laisse la parole, qui est sur les filières sur lesquelles vous travaillez. Est-ce que les producteurs sont
Accompagner, j'entends financièrement peut-être d'abord, puisque c'était un petit peu le sujet, techniquement, comment ça se passe et qu'est-ce qu'il faudrait faire éventuellement si c'est pas suffisant. Oui, enfin, ils sont accompagnés. Alors après, l'accompagnement des agriculteurs, il peut s'envisager de plein de manières possibles. Ça peut être de l'accompagnement collectif, c'est-à-dire des agriculteurs qui vont travailler avec d'autres agriculteurs pour mettre au point les techniques. Donc ça, il y a tout un tas de dispositifs qui existent. On parlait de risque tout à l'heure. Donc effectivement, il peut y avoir une part de risque à mettre en place ces pratiques. Mais on peut se dire aussi que ne pas les mettre en place, ça va devenir de plus en plus risqué. On peut tout à fait retourner le problème. Je pense que dans la recherche, dans l'expérimentation, les agriculteurs prennent une place aussi absolument centrale aujourd'hui dans l'acquisition de références. L'agroécologie, on ne va pas sortir des solutions du chapeau uniquement dans des centres de recherche. Donc c'est vraiment avec les agriculteurs que ça se fait, parce qu'ils ont, par définition, l'agroécologie, c'est la science des multilocalités, etc. Donc les solutions vont se faire comme ça. Et du coup, on pourrait très bien imaginer davantage rémunérer les agriculteurs qui participent à la recherche et puis à la création de références. Je sais pas, il existe un crédit d'impôt recherche pour les grandes entreprises. Pourquoi pas imaginer ce type de dispositif avec des agriculteurs dans le cadre de partenariats collectifs avec des centres de recherche, etc. Je trouve qu'il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, dans la recherche, tout le monde est payé sauf les agriculteurs, souvent, alors qu'il y a plein de données qui sont acquises chez eux. Donc il existe plein de dispositifs, on peut en imaginer plein. Après, la difficulté actuelle, c'est que quand on investit dans des arbres, quand on investit dans des couverts végétaux, quand on investit dans ces techniques-là, on sait immédiatement combien ça coûte, mais on ne sait pas combien ça rapporte. C'est différent de l'essentiel des autres investissements. Quand vous investissez dans un enrouleur, vous savez combien ça vous coûte, mais dès le lendemain, vous pouvez le valoriser, vous pouvez vous en servir. Ce n'est pas le cas dans ces techniques, donc voilà, il faut imaginer tous ces types de dispositifs pour permettre aux agriculteurs de mieux s'en sortir. Et puis après, toutes les solutions ne sont pas au niveau des agriculteurs. Il y a des questions beaucoup plus larges, beaucoup plus filières où là, moi, ce n'est pas mon domaine de compétence, mais de partage de la valeur ajoutée, de coût des matières premières agricoles dans le coût global des productions. Si vous prenez des paquets de pâtes dont les prix augmentent fortement aujourd'hui, les prix n'augmentent pas parce que le prix du blé dur est payé aux producteurs un peu mieux, ça c'est vrai, c'est très bien. Il augmente surtout parce qu'il y a le coût de l'énergie. 60% du prix de votre paquet de pâtes, c'est du gaz qui est utilisé pour sécher les pâtes dans les séchoirs, etc. Donc il y a aussi tout ça et il y a vraiment des marges de manœuvre, pas qu'au niveau des agriculteurs. Il ne faut pas non plus faire porter toute la responsabilité du changement au niveau des agriculteurs, même si c'est des acteurs majeurs pour ça. Alors moi, je dirais que pour le développement dans le secteur du maraîchage, alors je sais, là, on parlait d'accompagnement. Je comprends le mot de deux manières. C'est un accompagnement technique, conseil pour aller vers plus d'agroécologie. Alors ça existe, beaucoup de techniciens comme moi sont passionnés de ça et cherchent à la fois à faire de l'acquisition de références et de faire du développement. Donc ça se développe et beaucoup de techniciens, des jeunes et des moins jeunes, se forment à ces techniques d'agroécologie. Il reste une vraie nécessité de recherche qui se fasse, comme tu le disais, soit chez l'agriculteur, soit dans des centres de recherche, pour établir des itinéraires techniques fiables qui permettent de sécuriser le résultat, sécuriser autant qu'il puisse l'être. Et pour l'instant, dans le maraîchage, il y a un certain nombre d'itinéraires techniques qui sont validés depuis peu ou depuis un peu plus longtemps, certains autres qui ne sont pas encore validés. Donc, sur certaines cultures, on ne trouve pas de solution. Pour avoir un très bon indice d'agroécologie, on en a un petit, mais on voudrait un plus gros. Et donc, j'ai l'habitude de rappeler ce que me dit un très très gros agriculteur avec qui je travaille, qui fait plusieurs centaines d'hectares de salade. Il me dit: Xavier, je te regarde de près, je regarde de près tout le travail que tu fais et que tu publies. J'ai un petit journal de publication en interne. Il dit: le jour où je verrai que ce que tu as trouvé me permettra de régler des problématiques pour être plus compétitif, je basculerai d'un coup. Voilà. Et donc, je pense que pour avoir un vrai bon développement rapide de l'agroécologie, il faut qu'il y ait une vraie plus-value économique évidente pour l'agriculteur.
dans le cadre du maraîchage. Oui, je rejoins tout à fait l'idée là sur le crédit d'impôt recherche. Enfin, nous, c'est ce qu'on défend aussi complètement parce que justement, on est vraiment sur des phases d'apprentissage et c'est pas sur des parcelles XP isolées qu'on va le faire. Il faut qu'on soit dans des démarches collectives et nous, on essaye de travailler justement là-dessus, donc de travailler avec les agriculteurs chez qui on a planté des arbres parce qu'en fait, planter des arbres, il faut attendre 15, 20 ans, 25 ans pour voir. Et si on veut avoir une bonne représentativité en fait des différents contextes au niveau du sol, au niveau du climat, au niveau des pratiques, il faut multiplier effectivement et donc du coup il faut vraiment imaginer une recherche un peu différente et donc un financement de cette recherche différente. Après il y a d'autres leviers aussi. Là si je prends par exemple cette haie sur une centaine de mètres, on l'exploitait cette année, on pourrait chauffer 5 à 6 maisons pour cette année. Et donc c'est des projets qui peuvent être vraiment intéressants d'un point de vue énergétique et on a des exemples de projets collectifs comme ça avec une trentaine d'agriculteurs et une collectivité autour d'une structure juridique de type SIC, donc des sociétés coopératives d'intérêt collectif qui permettent de coupler en fait des publics et des agriculteurs et des privés. Le problème qu'on a dans ce type de projet, c'est tout simplement qu'à partir du moment où il y a une collectivité qui aide à un projet comme ça, elle va financer par exemple la plateforme de stockage du bois, peut-être l'achat, l'investissement partagé de la déchiqueteuse. Et au moment d'acheter ce bois pour le chauffage de ses propres bâtiments publics, de sa piscine, par exemple, puisqu'on a parlé pas mal de piscines ces derniers temps, eh bien, en fait, elle est obligée de se soumettre aux lois donc de l'achat et d'acheter en fait le bois déchiqueté le moins cher possible et donc sur des marchés qui sont pas du tout locales ou en tout cas adaptés parce qu'ils vont acheter des plaquettes industrielles et qui vont peut-être coûter un petit peu moins cher que ce qui aura été produit par le projet local. Là, il y a des choses qu'il faut changer. Il faut mettre des clauses, par exemple, de proximité, de distance d'approvisionnement, etc. Voilà, il y a des choses à faire évoluer par rapport à ça et qui nous permettraient de mieux travailler justement ces projets collectifs où tout le monde serait gagnant. Hein, parce que quand vous remettez du bocage de manière intelligente, vous travaillez sur les différents services dont je parlais tout à l'heure, sur la qualité de l'eau, la biodiversité, etc. Donc du coup, voilà, il suffirait de pas grand-chose, entre guillemets, mais il y a des pistes. On va terminer là-dessus. Merci à tous les trois pour vos témoignages. Et puis on va se garder du coup quelques minutes pour terminer, intervenir comme vous le souhaitez. Donc Éric Jean, moi je suis agriculteur en bio depuis plus de 25 ans. Et en fait, moi je voudrais savoir, c'est tout ce que vous avez dit, tous les organismes que vous représentez, est-ce que les décideurs de la PAC entendent tout ce que vous venez de dire? Et comment on peut jouer pour les décideurs? Parce qu'en fait, on décide des primes pour ça, mais après ce qu'on vient d'entendre, il faudrait peut-être modifier. Et malgré que là, on redémarre la PAC 2023-2027, est-ce que les bons choix ont été bien faits? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je dirais peut-être déjà souvent au niveau de Bruxelles, parce que souvent on peut critiquer Bruxelles, etc. Mais moi, on travaille beaucoup en fait sur les réglementations, hein, et puis pour essayer de faire changer les choses par rapport à l'agroforesterie. En fait, souvent au niveau de la Commission, ils font des propositions qui vont plutôt dans le bon sens. Et c'est après, quand on décline pays par pays, où là on a des soucis, quoi. Et je dirais le problème, en tout cas pour nous, pour la France, ça vient des différents gouvernements qui pour moi n'ont peut-être pas donné la dimension qu'il fallait pour impulser. Même si année après année, programme après programme, il y a du mieux chaque fois, hein, mais c'est vrai que c'est un peu laborieux, quoi. Ouais, moi, je partage ce que dit Fabien. Je pense qu'il y a des choses qui vont dans le bon sens au niveau de la PAC. Hein. Il y a des mesures qui existent, qui s'appellent les mesures agro-environnementales et climatiques pour aider les agriculteurs à rentrer dans tel ou tel type de pratique. C'est des bonnes intentions. Après, le problème, c'est que c'est au niveau généralement administratif, c'est un peu des usines à gaz qui font que finalement l'impact sur le territoire est assez décevant, quoi, parce qu'il y a finalement assez peu d'agriculteurs qui s'engagent au vu de l'usine à gaz que c'est, etc. C'est très administratif, etc. Mais ça, effectivement, c'est des filtres au niveau des pays, parce qu'on a dans certains pays où vous avez des mesures qui se développent plus et qui sont plus adoptées par les agriculteurs, parce qu'il y a moins de complexité de mise en œuvre, quoi. Donc,
Je pense que au-delà de la PAC et des orientations, il y a vraiment à travailler sur des dispositifs qui soient assez facilement accessibles pour les agriculteurs, en tout cas plus que ça ne l'est actuellement. Peut-être aussi, on est beaucoup dans la PAC sur des obligations de moyens, il faut faire ci, il faut faire ça, faites des couverts, et puis faites-les de telle date à telle date, etc. Peut-être qu'on pourrait travailler aussi sur des obligations de résultats, c'est-à-dire faire aussi un peu confiance aux agriculteurs en disant, voilà, visez des objectifs d'amélioration de votre teneur en matière organique, alors avec des classifications sur ce qui est possible en fonction des types de sols, hein, et par contre, vous pouvez y arriver par les moyens qui vous semblent les plus appropriés pour votre exploitation, et on va vous rémunérer là-dessus sur l'atteinte de ces objectifs. C'est pas le plus simple, mais on pourrait imaginer des dispositifs comme ça aussi, où on fait confiance à l'agriculteur et puis il va y arriver par les moyens qui sont le plus adaptés à son exploitation, des échanges avec des éleveurs s'il n'est pas éleveur pour améliorer la matière organique, des couverts, enfin tout ce qu'on a discuté depuis tout à l'heure. Voilà, bon, moi j'ai une question sur le labour, notamment, parce qu'on décrit beaucoup le labour actuellement, mais moi je n'ai pas d'autre solution pour le moment. Tout simplement parce que j'emploie du BRF. Le BRF, bon, vous savez ce que c'est, vous, s'il y a dans le public des gens qui ne savent pas ce que c'est les branches broyées. Donc c'est une méthode qui porte ses fruits, qui permet au sol de respirer, de mieux retenir l'eau. Mais le problème, j'ai un problème d'adventice, en particulier de liseron et de circe des champs. Circe des champs, c'est ce qu'on appelle la caucide ici, je ne sais pas si c'est le nom. Voilà. Comment faire pour travailler le sol sans labourer ? C'est là que je n'arrive pas à franchir ce pas, justement parce que je ne trouve pas d'outil adéquat. Le BRF, il est sur le terrain. Si je l'enfouis, ça fonctionne très bien. Si je laisse dessus, j'ai beaucoup d'herbe. Alors, mon labour, c'est un labour de l'ordre de 20-22 cm. C'est un labour dressé et non pas un labour retourné. Donc ça, c'est une question de forme de versoir de charrue. Voilà, le problème, c'est surtout le liseron. Comment faire pour s'en débarrasser, notamment dans les serres ? Alors, s'en débarrasser, c'est peut-être un bien grand mot, mais au moins le limiter. Lorsque je plante de l'ail dans la serre, c'est formidable parce que je le pose sur la terre et je recouvre de 10 cm de BRF. Pour l'ail, c'est formidable, ça donne des récoltes formidables. Par contre, le liseron, il se régale là-dedans. Alors, comment faire pour essayer d'améliorer la situation ? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure en disant deux choses, en disant le travail du sol, il faut le raisonner, etc. Mais il ne faut pas non plus tomber dans des extrêmes en disant le labour c'est forcément mal et le reste c'est forcément bien. Hein. Il y a plein d'extrêmes pour avoir fait des diagnostics dans pas mal de parcelles dans la région. En termes de qualité de sol, on voit un peu de tout en fait. On voit des bons sols en termes de matière organique, de fonctionnement, etc., dans des systèmes labourés, et on voit des moins bons sols dans des systèmes peu labourés. Pourquoi ? Parce que ça dépend comment les agriculteurs arrivent à compenser le fait qu'ils labourent. Pour avoir vu tes sols, toi, tu as plutôt des très bons sols, parce que justement, tu as des apports massifs de matière organique, tu as des labours, comme tu l'as dit, plutôt dressés, à des faibles profondeurs, etc., et tu as le moyen de compenser le fait que tu travailles le sol par des apports importants de matière organique. On peut voir la même chose des fois chez des polyculteurs éleveurs, avec des apports importants de matière organique, des échanges des apports de fumier, etc. Vous aviez à parler tout à l'heure de la matière organique qui était très important pour la rétention en eau du sol, ça allait pour la résistance au stress hydrique, ça allait pour plein de raisons, la vie biologique, etc. S'il y a des apports importants de matière organique, on peut arriver à compenser. Donc il faut faire attention au discours dogmatique qui consisterait à dire le labour c'est bien, c'est mal, ceci c'est bien, etc. Ça dépend, il y a des grandes généralités, mais après il faut rentrer dans le détail et par contre de dire quand on fait le travail du sol on le raisonne, etc. On essaye de couvrir les sols, d'apporter de la matière organique et donc quand on a cette analyse-là, on voit plein de leviers, de choses différentes et on sort un peu des dogmes ou des chapelles et on voit que les agriculteurs y arrivent par plein de moyens différents. Et quand on est en agriculture biologique, il y a des agriculteurs qui arrivent à se passer du labour en bio. C'est pas la majorité, hein. Il y a des techniques de travail simplifiées et on est plutôt sur une gestion d'un labour occasionnel. C'est-à-dire on va pas labourer tous les ans, mais on va labourer quand on a un problème particulier à gérer, du liseron, des choses comme ça. Des vivaces, des raigrats. On va pas le faire tous les ans, mais quand on en a besoin, on va le faire avec précaution. Et puis j'ai quand même aussi une autre question.
C'est sur les couverts végétaux, parce que là, je m'interroge beaucoup sur la faisabilité des couverts végétaux à l'heure actuelle, non seulement à cause de la sécheresse estivale pour l'implantation, mais c'est surtout au mois de janvier-février, à quel moment les enfouir, à quel moment les détruire. Parce que moi, je me souviens très bien, puisque je suis né ici et mon père travaillait, labourait. Pour les cultures qu'il implantait au printemps, il labourait donc au mois de décembre. Donc c'était la fin des travaux des champs, des semailles et tout ça. Et en fait, il jouait sur le gel du sol. Et il labourait en grosse motte et il laissait comme ça. Et le gel du sol permettait d'avoir un dessus du sol qui était bien fin, bien travaillé. Et au printemps, il reprenait, mais de façon superficielle, le sol. C'est-à-dire qu'il ne travaillait que la partie qui était gelée. Or, moi, j'ai vu des agriculteurs qui ont fait ça et qui ont creusé le sol beaucoup plus profondément et qui, en fait, ont fait des cailloux après. Ils ont fait des boulettes de terre tellement dures. Voilà. Alors, est-ce que cette méthode n'aurait pas encore cours maintenant à cause justement de cette sécheresse hivernale que nous connaissons? Parce que cette partie de terre qui gelait les 10 premiers centimètres permettait quand même de casser la remontée capillaire. Et ce qu'il y avait de bien aussi, c'est qu'au mois de janvier, il neigeait. Et les sols ne souffraient pas. En règle générale, c'était ça. Alors maintenant, comment faire, comment essayer de couvrir le sol sans et pouvoir le travailler aussi rapidement au printemps, quoi. Une réponse courte. Alors c'est un problème un peu compliqué, hein, mais le gel dégel les modes vont se casser, c'est souvent dans des sols argileux avec du gel ou du dégel, hein, donc ça va affiner ta structure de sol, donc ça pour les conditions de semis c'est intéressant. Après la date de destruction du couvert végétal va dépendre et de la culture que tu mets ensuite, des exigences en azote de la culture que tu mets ensuite. Si tu as une culture qui est derrière exigeante en azote comme une céréale par exemple ou un tournesol, etc., ça vaudra le coup d'anticiper un peu la destruction. Et puis après, si par contre tu as une culture qui est un peu plus autonome en azote, là tu peux un peu plus tarder dans la destruction si tu t'assures que tu peux gérer aussi tes autres problèmes, c'est-à-dire si ton couvert est propre, si tu n'as pas d'adventice, etc. Donc en fait, la date de destruction du couvert, elle va beaucoup dépendre de la réussite de ton couvert, des conditions climatiques aussi, hein, bien sûr, parce que si tu enfouis un gros couvert dans le sol, un gros couvert de seigle, etc., ça peut t'avoir asséché ton profil de sol en superficie. Donc là, tu vas plus ou moins anticiper la date de destruction. Donc ce sera dépendant d'un peu tous ces paramètres. Merci à tous les trois, merci à vous tous et toutes.